Et de l'avenir de l'IA en Afrique, on continue à en parler avec Jean-Michel Huette. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant et auteur d'Afrique 4.0, la révolution digitale. Alors on sait que l'intelligence artificielle est un secteur dominé par les États-Unis et la Chine. Que peut alors attendre l'Afrique de ce sommet ? L'Afrique n'est pas absente de ce sommet. Vous l'avez très bien montré dans votre deuxième reportage. Le Conseil de l'Europe a organisé aujourd'hui un atelier avec des dirigeants africains pour cette fameuse plateforme. Et puis, autre exemple très concret, le Forum de Paris avait lancé un appel à projets pour faire présenter des projets autour de l'IA, parce que l'intérêt, c'est aussi que les gens se rencontrent, qu'il y a un écosystème des partenariats. Il y a eu 770 réponses de 110 pays. À la fin, il en reste 50. Et quand on regarde les 50, il y en a 13 qui viennent de l'Europe, 13 de l'Amérique du Nord, et 12 de l'Afrique au sens géographique. Et même le clin d'œil, c'est que dans les 13 qui viennent de l'Amérique du Nord, il y en a une est dédiée à l'Afrique, sur les aspects linguistiques. Donc quelque part, l'Afrique est autant présentée que l'Europe et l'Amérique du Nord. Et le reste du monde. Alors si on devait faire un état des lieux de l'IA en Afrique, quel serait-il ? Ça illustre un peu mon exemple précédent. Oui. Il y a énormément de cas d'usage spécifiques à l'Afrique. Oui. Par exemple, dans le domaine de l'information, de l'éducation, dans les domaines autour de tout ce qui est fintech, comment arriver à faire, par exemple, du scoring de personnes sans avoir d'informations bancaires. Donc, quelque part, adapté aux spécificités africaines. Dans le domaine de la gouvernance, sur, par exemple, la traçabilité d'identité numérique, jusqu'à l'industrie avec la maintenance industrielle, et même des sujets très spécifiques. Pour vous donner un exemple, les Américains, aujourd'hui, vont voir ce qui se passe en Côte d'Ivoire et au Ghana autour de la biodiversité. Pourquoi ? Parce que ces pays utilisent à la fois les images satellites, l'intelligence artificielle qui va traiter les données à toute vitesse et qui va être capable de dire, là, vu les photos, il y a des choses bizarres qui sont en train de se passer. Peut-être du braconnage, peut-être de la pêche illégale. Et je suis capable d'envoyer les rangers ou les secours pour s'assurer qu'il n'y a pas effectivement ou des animaux qu'on veut dépecer ou de la pêche illégale. Donc c'est un outil de lutte pour la biodiversité. Et dans l'agriculture aussi, on l'a vu dans le sujet qu'on vient de voir, dans la santé aussi, oui. J'imagine. Alors quels sont les freins au développement de l'IA en Afrique ? Il y a deux grands domaines. Si on regarde du côté des usagers, bien sûr, il faut l'accessibilité au réseau, parce que sans télécom, sans data, il n'y a pas d'IA. Mais également l'accès aux terminaux. Aujourd'hui, un des problèmes en Afrique, c'est plus tant les réseaux télécoms que l'accès à des terminaux, des smartphones, qui permettent d'avoir accès à cette IA. Et ça, c'est un véritable enjeu. La Banque mondiale s'en est saisie. Il y a des projets importants aujourd'hui au Rwanda ou à Madagascar. Autre limite, c'est que pour faire de l'IA, mais cette fois-ci en termes de production, donc en termes d'offres, si j'ose dire, il faut 3 conditions. Il faut des chercheurs, il faut de la recherche. Et ça commence à se développer en Afrique. D'ailleurs, vos témoins, au tout début, en parlaient, des jeunes diplômés et surtout des chercheurs. Il faut des supercalculateurs. Oui. Ça, c'est pas le plus facile, parce que ça a un coût, c'est énergivore, etc. Et troisième à quoi servent les supercalculateurs ? Est-ce que vous pouvez nous en fait, en quelques mots, pour qu'une IA fonctionne, c'est à la fois des algorithmes, donc des outils qui permettent de travailler, mais il faut de la donnée. Et ce supercalculateur, c'est ce qui fait tourner l'ensemble. Et ça, effectivement, c'est une dimension importante. D'ailleurs, on a vu dans les annonces, par exemple, faites par Emmanuel Macron hier, qu'il y avait une partie importante des fonds alloués au niveau européen qui étaient pour ce genre d'outils. Mais surtout, il y a une troisième dimension qui est importante, et c'est là où je pense que l'Afrique peut se distinguer, c'est tout l'écosystème des entrepreneurs, des partenariats, également en public-privé, autour de l'IA. Je suis convaincu que l'Afrique a sa place dans l'IA autour des usages. Et vos reportages ont très bien monté. Et comment optimiser alors la collecte de données ? Alors ça, c'est un vrai challenge. Un de vos personnes interviewées disait il y a plein de données en Afrique. C'est vrai, il y a plein de données en Afrique comme partout, mais aujourd'hui, une des grandes limites de l'IA en Afrique, c'est trouver ces données, avoir ces données et pouvoir demain les exploiter. Ça, je pense que c'est le vrai défi aujourd'hui de l'Afrique. Et même au niveau global, une des vraies faiblesses de l'Afrique par rapport à l'IA, c'est qu'une partie importante de la donnée qui sont traitées par les ChatGPT ou autres, c'est des données américaines. Même pas européennes d'ailleurs. Donc, beaucoup de données américaines, très peu de données africaines, y compris d'un point de vue culturel et autres. Donc c'est un véritable enjeu d'avoir des données africaines pour l'IA, et pas qu'en Afrique, au niveau mondial. Donc de développer une application africaine. Ça peut être des applications africaines, mais ça peut être aussi tous les moyens qui vont permettre de numériser l'information et d'avoir accès à de la donnée africaine numérique. Encore une fois, s'il n'y a pas assez de données sur l'Afrique, demain, l'Afrique disparaîtra du paysage de l'IA. Quel est le rôle de ce qu'on appelle les petites mains africaines, celles qui entraînent l'IA à reconnaître l'image et le texte ? Ça, il y a beaucoup de débats autour des petites mains, mais le débat sur les petites mains n'est pas nouveau depuis qu'Internet, et même avant, on l'a toujours eu. En fait, le phénomène, ce qui est en train de se passer, c'est que certaines petites mains
voient leur job disparaître à cause de l'IA, alors que d'autres voient des métiers à plus forte valeur ajoutée se créer. Je vais vous prendre un exemple à Madagascar. À Madagascar, pendant des années, beaucoup d'entreprises, voire de médias, utilisaient des jeunes malgaches pour rédiger des textes, y compris sur les sites internet, pour pas très cher, puisque le niveau de vie à Madagascar n'est pas celui de l'Europe. Et c'est un pays, à Madagascar, où les gens parlent très bien français, parfois mieux qu'en France. Oui. Donc, quelque part, il y avait des très beaux textes. Aujourd'hui, malheureusement, et c'est un phénomène depuis 3 ans, beaucoup de ces clients européens préfèrent utiliser l'IA que les jeunes malgaches. Et là, ça pose un problème parce que c'est de l'emploi qui disparaît. Mais à côté de ça, vous avez des autres métiers autour de l'IA, y compris des petites mains, qui sont en train de se développer. Et Madagascar est en train de devenir une référence dans ce qu'on appelle les annotateurs. C'est-à-dire tous ces gens qui vont enrichir les données. Parce que l'IA toute seule, ça ne fonctionne pas trop. Il y a besoin de données qui soient enrichies, de décrire une image, de décrire un phénomène. Et ça, aujourd'hui, Madagascar est en train de développer plein d'emplois d'annotateurs, alors qu'on appelle petites mains, mais qui demain vont être peut-être mieux rémunérés que ceux qui écrivaient des textes. Qui vont devenir des grandes mains, alors. Voilà, exactement. En matière de législation, où en est-on ? Il y a plein de législations qui sont en train de se construire. L'Europe, on l'a vu, essaye de cadrer les choses. Après, il y a tout le débat aussi avec les États-Unis et les événements depuis 3 semaines. En fait, il y a différents enjeux qui sont à la fois des enjeux économiques, éviter qu'il y ait des monopoles qui se constituent, et puis aussi des enjeux en termes de régulation, y compris pour les personnes. Parce qu'encore une fois, l'IA ne fonctionne que parce qu'on a des données, donc quid de nos données personnelles. Et puis l'autre problématique qui va arriver, et ça va concerner l'Afrique comme tous les autres pays, c'est tout ce qu'on peut faire avec l'IA qui pourrait être négatif. Je pense aux fake news, aux déformations d'informations. Et ça, il y a un véritable enjeu de sensibilisation. C'est pas que de la régulation, oui. C'est aussi sensibilisation des spectateurs, par exemple. Jean-Michel Huette, merci. Merci je rappelle que vous êtes consultant et auteur d'Afrique 4.0, la révolution digitale aux éditions Pearson.